Dans ses mémoires, celui qui fut le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, Joachim von Ribbentrop, rappela « On ne saurait nier que, même avant 1933, il y eut un problème juif en Allemagne. Les Juifs jouaient un rôle déterminant dans de nombreuses branches de l'activité nationale, vie culturelle, presse, cinéma, théâtre et surtout finance et commerce. Presque partout, ils occupaient des positions de premier plan. Un Juif de Francfort, vieil ami de ma famille, m'avait souvent fait part de ses appréhensions. Il estimait que, tôt ou tard, le fait que certains Juifs, allemands ou immigrés de fraîche date, accaparaient les premières places, entraînerait fatalement une réaction. En 1930, Albert Einstein lui-même souligna que l'antijudaïsme répandu en Allemagne était d'abord une réaction. S'adressant à la communauté juive qui voulait s'unir pour conjurer le danger hitlérien, il déclara « Il n'y a aucune raison de désespérer, car le vote Hitler est seulement un symptôme, pas nécessairement une haine anti-juive, mais un ressentiment momentané dû à la misère économique et au chômage au sein des rangs de la jeunesse allemande désorientée. J'espère que la fièvre momentanée tombera rapidement. » Pourquoi, au lieu de tomber, la fièvre augmenta-t-elle ? Je répondrai dans un prochain épisode. Pour l'heure, je m'intéresserai à l'antijudaïsme hitlérien. On affirme aujourd'hui qu'il s'agissait d'un préjugé totalement irrationnel. Je démontrerai qu'il n'en est rien. Le XIXe siècle avait vu une formidable immigration juive en Prusse. D'après un auteur peu suspect d'antisémitisme, Arthur Rupin, de 124 000 en 1816, le nombre de juifs vivant en Prusse était passé à 410 000 en 1905, soit une hausse de 230% en moins d'un siècle. À cette date, 67% des juifs vivant en Allemagne résidaient en Prusse. Pourquoi cette soudaine immigration en Prusse ? Tout simplement à cause de la révolution industrielle. En 1913, Arthur Rupin expliqua « La hausse du nombre des grandes usines entraîna une formidable demande d'argent. Ce fut la raison pour laquelle les Juifs vinrent. Les Juifs vinrent donc avec leur argent pour participer aux affaires et, naturellement, s'enrichir, ce qu'ils firent. » L'auteur poursuivait en expliquant que comme commerçants et entrepreneurs, ces derniers avaient connu rapidement une réussite brillante. Plus loin, il écrivait « En Allemagne, la prospérité et le statut social supérieur des Juifs en comparaison du reste de la population est démontré de nombreuses façons. » Comme indicateur, l'auteur publiait une statistique des contribuables qui gagnaient plus de 1500 marks par mois. Alors que les Juifs représentaient moins de 5% de la population berlinoise, ils représentaient près de 15% de ceux qui gagnaient mensuellement plus de 1500 marks. Rupin ajoutait que sur les 100 000 Juifs environ qui habitaient Berlin, les 2/3 étaient des femmes et des enfants qui ne travaillaient pas. Il en concluait avec raison que seule une petite proportion des Juifs berlinois gagnaient moins de 1500 marks par mois, alors que chez les chrétiens, c'était la majorité. Dans le Grand-Duché de Bade, les Juifs surpassaient largement les chrétiens en matière de fortune et de revenus. À Francfort-sur-Main, 63% des Juifs gagnaient plus de 3000 marks par mois, contre 25% des protestants et 17% des catholiques. Bref, une réussite indéniable à l'aube du XXe siècle, réussite clairement affirmée par l'auteur peu suspect d'antisémitisme Arthur Rupin. Vint la défaite allemande. À Nuremberg, le principal accusé, Hermann Göring, expliqua très clairement les raisons de la recrudescence de l'antisémitisme dans l'Allemagne d'après 1918. Face au juge, il déclara « Après l'écroulement de l'Allemagne en 1918, la juiverie devint très puissante en Allemagne. Dans tous les domaines, principalement politiques, intellectuels en général, culturels et plus particulièrement dans le domaine économique. Les combattants qui revenaient du front n'avaient absolument aucune situation devant eux. Ils voyaient par contre beaucoup d'éléments juifs qui étaient venus pendant la guerre de Pologne et de l'Est
occuper des situations et principalement des situations dans l'économie. Tout le monde sait que, par suite de la guerre et de ses conséquences économiques, la démobilisation qui offrait de grosses possibilités de faire des affaires, l'inflation, la déflation, de grands changements et de grands déplacements de fortune se produisirent dans les classes possédantes. Beaucoup de Juifs ne firent pas preuve de la retenue nécessaire et prirent de plus en plus de place dans la vie publique, de sorte qu'ils suscitèrent des comparaisons entre leur importance numérique et les positions qu'ils occupaient par rapport aux gens de souche allemande. De plus, certains partis, qu'évitaient ceux qui avaient conservé l'esprit national, offraient une proportion de cadres juifs sans aucun rapport avec le nombre total des juifs. Cela se produisit non seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche, que nous avons toujours considéré comme faisant partie de l'Allemagne. En Autriche, la direction du Parti social-démocrate était presque exclusivement aux mains des Juifs. Ils jouaient un rôle très important dans la vie politique, en particulier dans les partis de gauche. Ils étaient également très puissants dans la presse de toutes les opinions politiques. À cette époque, il en résulta des attaques ininterrompues contre tout ce qui était national, le concept national et l'idéal national. Je rappelle toutes les publications et tous les articles qui traînèrent dans la boue tout ce qui nous était sacré. J'attire également l'attention dans le domaine artistique sur la dépravation de ces pièces de théâtre qui traînèrent dans la boue les combats du front et bafouèrent l'idéal de bravoure du soldat. Je pourrais apporter ici une pile énorme de ces articles, livres, pièces, etc. Mais cela nous conduirait trop loin et je ne suis pas, somme toute, très compétent en cette matière. Pour toutes ces raisons, un mouvement de défense se créa qui ne fut en aucune façon suscité par le national-socialisme. Il existait déjà auparavant, il se fortifia pendant la guerre et prit plus d'ampleur encore après la guerre, lorsque l'influence de la juiverie se traduisit de cette façon. De plus, dans le domaine culturel et intellectuel, il y eut des manifestations qui ne correspondaient pas aux sentiments allemands. Ici encore, un abîme se creusa. Il y eut encore le fait que dans les affaires économiques, si l'on accepte l'industrie de l'Ouest, se révéla une domination presque exclusivement juive, exercée en fait par des éléments auxquels s'opposaient vivement les familles juives depuis longtemps établies en Allemagne. Lorsque le programme de notre parti fut élaboré par quelques gens simples, à ma connaissance Adolf Hitler n'y prit personnellement pas part, du moins en tant que chef. Cette position, qui à cette époque était considérée par une grande partie du peuple allemand comme un acte de défense, fut adoptée dans ce programme. Peu de temps avant avait eu lieu à Munich le Conseil de la République, Rathenrepublik, des meurtres d'otages. Là encore, presque tous les chefs étaient juifs. On comprend donc aisément qu'un programme dressé à Munich par des gens simples ait pris tout naturellement cette position défensive. Des nouvelles nous parvenaient aussi d'un Conseil de la République en Hongrie, constitué lui aussi principalement par des juifs. Tout cela avait causé une forte impression. Mensonge d'un nazi? Non. Dans son livre sur les rapports entre les Juifs et les mouvements dits de gauche, l'historien Philippe Mendes a honnêtement reconnu « Les Juifs jouèrent un rôle particulièrement important dans les événements qui emportèrent la monarchie allemande en 1918. » Or, comme le fit remarquer à l'époque un homme qui était sur les lieux, le français Ambroise Gott, la part véritable énorme, disproportionnée avec leur nombre, que prennent les Juifs dans la commune bavaroise est telle que même si l'on n'est pas antisémite, en tant qu'historien impartial, on est obligé de la relever. Comme en Russie et en Hongrie, à Munich, ce sont des Israélites, en très grande majorité étrangers à la Bavière, qui constituent le ferment actif le plus virulent de la Révolution. Qu'ils s'appellent, au hasard de la plume, Kurt Eisner, alias Salomon Kuchowski, Jaffe, Fehrenbach, Toller, Kronauer, Landauer, Levienne, Levinet, Reitmarut, Simon ou Zonheimer, et nous en sautons, qu'ils soient les auteurs de la première ou de la deuxième révolution, les grands animateurs ou les illuminés, les fanatiques ou aussi quelques modérés, il sied de le reconnaître, presque tous sont des fidèles du rite mosaïque.
Pour les Juifs de l'Orient et de l'Europe centrale, la révolution n'est que la juste revanche des oppressions et des persécutions séculaires, le redressement soudain d'une race qui, bien qu'elle ait dû se plier depuis son exode sous le joug étranger, loin d'abdiquer son caractère propre, n'a fait qu'accumuler comme une pile électrique les passions les plus farouches qu'elle va décharger au lendemain de la guerre, c'est-à-dire dans un moment d'affaiblissement social sur notre méchante civilisation. Il importe de souligner que jamais sans l'adjuvant juif, la révolution allemande n'eût été possible. Car par sa nature, le germain est essentiellement anti-révolutionnaire, soumis à la discipline, façonné par des siècles d'ordre et de subordination, rebelle à tout bouleversement. La guerre et la défaite ont fourni aux agitateurs bolchevistes ou juifs un terrain propice où faire germer leurs idées. Le marasme économique aidant, ils ont réussi à implanter, pour peu de temps, leurs théories étrangères. Mais ces théories ne pouvaient se développer ni fructifier sur un sol mal préparé. Et déjà après quelques mois, on s'aperçut que la révolution allemande avait avorté. Elle avait avorté parce que le changement politique n'avait pas abouti à une transformation parallèle de puissance égale de la mentalité des habitants. Ce ne fut qu'une mystification parce que, l'ivresse du premier instant dissipée, la grande masse du peuple allemand reconnut que la révolution ne lui apportait pas le bénéfice d'ordre moral, politique, avant tout matériel, qu'il croyait autorisé à en retirer. Ça avait été une mauvaise affaire. Tous ces éléments contribuèrent au renforcement de l'antijudaïsme. Début juillet 1919, un correspondant du Chicago Daily News à Berlin transmit un rapport qui parut sous le titre « En Allemagne, l'agitation contre les Juifs devient générale ». L'auteur soulignait l'invasion juive dans la politique, quel que fût le bord concerné. Radicaux ou conservateurs, 75% des meneurs politiques étaient d'origine mosaïque. Seul le centre catholique était épargné. On lisait « En ce qui concerne les socialistes majoritaires, on doit se rappeler que le Parti socialiste fut fondé par Karl Marx, un juif, et animé par Ferdinand Lassalle et Leni Liebknecht, juifs eux aussi, alors qu'il était économiquement développé par Singer, un autre juif. En face, les chefs antisocialistes les plus actifs en Allemagne, Theodor Wolff, Georg Bernhardt et une douzaine d'autres de même condition, sont également juifs. Hugo Haase, chef des socialistes indépendants, est un juif, comme le sont tous les autres chefs importants, à l'exception du professeur Rudolf Bretscheidt. Presque tous les éditeurs et les journalistes que j'ai rencontrés, qu'il se soit agi de Maximilian Harden ou d'autres à tous les niveaux, étaient juifs. De plus, autant que j'ai pu le constater, de nombreux banquiers de Berlin appartiennent à la même race. En ce qui concerne les chefs communistes en Bavière, par exemple Toller, Levin, Musham, Landauer, Lipp et en fait tous ceux que j'ai rencontrés pendant les journées soviétiques d'avril à Munich, étaient juifs. On doit la prédominance juive parmi les chefs politiques allemands au fait évident que les juifs ont une intelligence plus vive, un tempérament plus volatile et un ego plus aiguisé que les purs allemands, des compétences qui apparemment conduisent à diriger en politique. L'auteur poursuivait en expliquant que cette prédominance juive avait entraîné une réaction antisémite. À Berlin paraît un journal violemment anti-juif dont la mission est de tout blâmer chez les juifs. À Munich, il y a au moins 3 publications de ce genre, sans compter les prospectus qui, quotidiennement, montent la populace contre les trublions juifs. En octobre 1919, un parti conservateur allemand publia la résolution suivante. Nous protestons contre l'influence prédominante de la race juive. Depuis la Révolution de 1918, la hausse rapide de l'influence juive fait planer sur l'État et sur la société la menace d'un désastre. Le 31 octobre, sous le titre « Croisade contre les Juifs en Allemagne », un quotidien américain écrivit « Berlin est submergé par la littérature antisémite. L'antagonisme à l'encontre des Juifs s'étend à pratiquement toutes les couches de la population allemande. Les magazines, les hebdomadaires et les mensuels consacrent des colonnes au sujet. » Certains juifs admettaient cette surreprésentation juive dans la politique. Témoin ce quotidien américain dans lequel un rabbin tenait une chronique intitulée « Nouvelles du monde juif ». Le 17 mars 1928, l'auteur évoqua une révélation incroyable du professeur Emil Ludwig sur la condition des juifs en Allemagne. D'après M. Ludwig,
l'antisémitisme disparaîtra dans la mesure où les juifs eux-mêmes disparaîtront de la fonction publique et se feront eux-mêmes discrets politiquement. Mais cette prédominance politique n'était pas la seule raison de l'antijudaïsme. Le 11 octobre 1930, un quotidien américain publia un article dans lequel l'auteur expliquait calmement « L'origine du mouvement fasciste allemand ne peut être comprise que si l'on considère l'antipathie traditionnelle de l'Allemagne à l'encontre des Juifs. La révolution de 1918 provoqua un changement extrême. Les Juifs prirent une position dominante dans les partis de la République. Ils s'assurèrent une position dans le nouveau gouvernement républicain qui rendit possible l'énorme immigration en Allemagne d'Israélites en provenance de Galicie, de Pologne et de Russie. Le 4 juin 1932, un quotidien australien expliqua « De cœur, la classe moyenne allemande a toujours été très antisémite. Le développement rapide de la concurrence juive en matière de richesse et d'influence pendant la guerre et durant la période de l'après-guerre, ainsi que l'immigration de milliers de juifs de Galicie et de Pologne, avec leur niveau culturel plus faible, a nourri les flammes du préjugé et de l'animosité. Tout cela bien avant Hitler. Cette immigration massive de juifs de l'Est dans un pays en proie à la misère renforça l'antijudaïsme. En août 1920, un correspondant du Jewish Monitor interrogea les Allemands à propos de la question juive. L'écrivain Franz Karl Endres déclara « Aujourd'hui, une immigration massive des Juifs de l'Est en Allemagne constituerait une grave menace. Il est impossible de transformer l'Allemagne, victime d'une pauvreté saisissante, en centre d'immigration. Dans le même temps, il serait honteux de renvoyer ces Juifs de l'Est qui se sont déjà installés en Allemagne uniquement parce que ce sont des Juifs de l'Est. Le problème de l'immigration doit être pris en main par une conférence internationale sur le sujet. » Hélas, aucune conférence internationale ne s'occupa du problème et l'immigration se poursuivit. Fin 1920, le gouvernement allemand estimait à 70 000 le nombre de Juifs de l'Est qui étaient entrés dans le pays. C'était peu, me dira-t-on. Certes, mais il ne fallait pas oublier qu'en vertu des clauses territoriales du traité de Versailles, près d'1 million d'Allemands passés sous domination étrangère avaient préféré rejoindre ce qui restait de la mère patrie. Toujours en 1920, le chef de la police de Cologne souligna « Aujourd'hui, l'Allemagne totalement ruinée ne peut fournir du travail à ses propres ouvriers. Mais la guerre mondiale a perturbé toute la vie, le contenu de toute existence et a troublé tout le système de production mondiale. Les considérations humanitaires nous imposent encore d'aider autant que possible les autres peuples. Toutefois, nous avons ici trop de commerçants qui errent le long des rues et dont une partie ne fournit pas un travail réellement productif. Certains d'entre eux sont des trafiquants qui, dès lors, contribuent à ruiner davantage toute la vie économique allemande. » Face à cela, le gouvernement allemand publia un décret qui interdisait aux Juifs de l'Est de travailler dans les usines et dans les mines, ces emplois devant revenir en priorité aux Allemands. Mais début 1921 au Reichstag, une députée socialiste juive, Madame Wurm, protesta auprès du gouvernement contre ce décret, parlant d'une persécution des Juifs de l'Est. Dans le contexte de l'époque, une telle initiative était très maladroite, car elle allait fatalement renforcer l'antijudaïsme. Témoin cette lettre écrite dès 1920 par un Allemand qui, après 11 ans passés aux États-Unis, était revenu dans sa Bavière natale. Il estimait que les Juifs faisaient la loi en Allemagne et que le vice-chancelier juif Matthias Hesberger contrôlait le pays. Plus généralement, il accusait les Juifs d'acheter la nourriture à des prix déraisonnables afin d'en faire des réserves. Cette dernière accusation, n'en doutons pas, s'appuyait principalement sur le trafic organisé par certains Juifs venus de l'Est. Elle explique ce genre de caricature qui circulait à l'époque. Je note d'ailleurs qu'en 1924, 2 députés au Reichstag, membres du Parti populaire allemand, demandèrent l'expulsion de ces Juifs fraîchement arrivés. Ils exigeaient le bannissement de 100 000 Juifs qui, depuis la guerre, avaient envahi l'Allemagne depuis la Russie, la Pologne et la Galicie, et qui avaient sucé le sang du peuple allemand. C'était l'époque où régulièrement des violences anti-juives étaient à déplorer. Au mois d'octobre 1923, invoquant un manque de logement et de nourriture, la Bavière expulsa 170 familles juives, en premier lieu des industriels et des commerçants. En mai 1926,
Répondant à un projet de loi qui exigeait la saisie des biens de la famille Hohenzollern, les nationaux allemands présentèrent un projet portant sur la confiscation de tous les biens des magnats de la banque et de la finance et des autres parasites. Ils réclamaient la confiscation de tous les biens des magnats de la banque et de la finance appartenant à la catégorie des Juifs de l'Est installés dans le pays depuis le 1er août 1914 et non 1924, et de tous les étrangers, ainsi que tous ceux qui avaient fait fortune grâce à la guerre, la révolution, l'inflation et la déflation de la monnaie. On comprend donc pourquoi, dans un rapport du 28 mars 1933 adressé à son gouvernement, l'ambassadeur britannique à Berlin expliqua « Avant que le gouvernement hitlérien ait pris ses fonctions en février, on admettait qu'en Allemagne, le problème juif devenait sérieux. » Pour l'expliquer, l'auteur invoquait la supériorité raciale des juifs et le fait que sur les plans artistiques et intellectuels, l'allemand moyen était inférieur aux juifs. D'où le fait que la réussite des juifs était entièrement hors de proportion avec leur nombre. Dans un pays où ils représentaient un peu plus de 1% de la population, ils avaient pratiquement monopolisé certains domaines professionnels, parmi lesquels l'enseignement, la médecine, la justice, la presse, la littérature romanesque et l'architecture. L'ambassadeur soulignait que de nombreux chefs des partis de gauche étaient juifs. Il parlait sans sourciller de leurs liens avec le bolchevisme et révélait que la presse juive avait toujours été internationaliste plutôt que nationaliste. Quant à la littérature moderne juive, elle était anti-allemande ou au moins non-allemande. L'auteur terminait en soulignant la puissance écrasante des Juifs dans le domaine de la finance. Elle datait de la Grande Dépression de 1923, lorsque le mark s'était effondré. Les financiers juifs saisirent rapidement l'opportunité. Ils prirent en main les leviers financiers du pays. À l'heure où le chômage devint général, le mode de vie ostentatoire des banquiers et des financiers juifs, une tradition remontant au jour où l'ex-empereur ennoblit les juifs qui construisaient des yachts ou qui érigeaient de grandes écuries pour les courses, provoqua l'envie. Les meilleurs éléments de la communauté juive devront désormais payer pour les fautes des plus mauvais, et plus spécialement pour les fautes des juifs de Galicie et de Russie qui entrèrent dans le pays durant la révolution de 1918. Avec leur penchant naturel pour les opérations financières louches, des immigrés comme Sklarek et Barma sont devenus le centre de grands scandales politiques et financiers. Ils ont discrédité sérieusement les partis de gauche et sont devenus l'exemple type du juif que la mentalité nordique et nazie déteste. Il ne s'agissait pas d'antisémitisme mais de faits concrets. Témoin cette statistique de 1931 concernant 3 grandes universités allemandes. On constate que les corps enseignants étaient composés en moyenne d'un tiers de juifs. Sur le terrain de l'économie, la part des juifs dans différents commerces était la suivante. Commerce des métaux, 57%, vieux métaux, 41%, céréales, 22%, textiles en gros, 39%, confection, 60%. D'autres statistiques existaient qui confirmaient la surreprésentation des juifs dans les secteurs clés de la société allemande. Et Hitler dans tout cela? Dans Mein Kampf, on retrouvait cet antisémitisme traditionnel ou de circonstance. Racontant son séjour à Vienne, Hitler écrivait « Les faits à la charge de la juiverie s'accumulèrent à mes yeux quand j'observais son activité dans la presse, en art, en littérature et au théâtre. Les propos pleins d'onction et les serments ne servirent plus alors à grand-chose. Ils n'eurent même plus d'effet. Il suffisait déjà de regarder une colonne de spectacle, d'étudier les noms des auteurs de ces épouvantables fabrications pour le cinéma et le théâtre en faveur desquelles les affiches faisaient de la réclame, et l'on se sentait devenir pour longtemps l'adversaire impitoyable des Juifs. C'était une peste morale, pire que la peste noire de jadis, qui, en ces endroits, infectait le peuple. Et en quelle dose massive ce poison était-il fabriqué et répandu? Naturellement, plus le niveau moral et intellectuel de ces fabricants de ces œuvres artistiques est bas, plus inépuisable est leur fécondité, jusqu'à ce qu'un de ces gaillards arrive à lancer, comme le ferait une machine de jet, ces ordures au visage de l'humanité. Que l'on considère encore que leur nombre est sans limite, que l'on considère que, pour un seul Goethe, la nature infeste facilement leurs contemporains de 10 000 de ces barbouilleurs qui dès lors agissent comme les pires des bacilles et empoisonnent les âmes. Il était épouvantable de penser, mais on ne pouvait se faire d'illusions sur ce point, que le juif semblait avoir été spécialement destiné par la nature à jouer ce rôle honteux. Sur la politique, Hitler écrivait
Je m'aperçus peu à peu que la presse social-démocrate était surtout dirigée par des juifs. Mais je n'attribuais aucune signification particulière à ce fait, puisqu'il en était de même pour les autres journaux. Une seule chose pouvait peut-être attirer l'attention. Il n'y avait pas une seule feuille comptant des juifs parmi ses rédacteurs qu'on pût considérer comme vraiment nationale au sens que mon éducation et mes convictions me faisaient donner à ce mot. Je fis un effort sur moi-même et tentai de lire les productions de la presse marxiste, mais la répulsion qu'elle m'inspirait finit par devenir si forte que je cherchais à mieux connaître ceux qui fabriquaient cette collection de canailleries. C'étaient tous, sans exception, à commencer par les éditeurs, des juifs. Je pris en main toutes les brochures social-démocrates que je pus me procurer et cherchai les signataires, des juifs. Je notai le nom de presque tous les chefs. C'étaient également en énorme majorité des membres du peuple élu. Qu'il fût question de députés au Reichsrat ou de secrétaires des syndicats, de présidents des organismes du parti ou des agitateurs de la rue, c'était toujours le même tableau peu rassurant. Je n'oublierai jamais les noms des Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen, etc. Il devint alors clair pour moi que le parti, dont les simples comparses étaient mes adversaires depuis des mois du plus violent combat, se trouvait presque exclusivement par ses chefs dans les mains d'un peuple étranger. Car un juif n'est pas un Allemand. Je le savais définitivement pour le repos de mon esprit. Je connaissais enfin le mauvais génie de notre peuple. Plus loin, Hitler jugeait ainsi le juif. Il est et demeure le parasite type, l'écornifleur qui, tel un bacille nuisible, s'étend toujours plus loin sitôt qu'un sol nourricier favorable l'y invite. L'effet produit par sa présence est celui des plantes parasites. Là où il se fixe, le peuple qui l'accueille s'éteint au bout de plus ou moins longtemps. Dans un passage assez connu, Hitler expliquait en 10 points comment les Juifs parvenaient à s'emparer d'une nation. Mon objectif n'est pas ici d'émettre un avis sur ces développements. Tout ce que je souhaite démontrer, c'est que l'antijudaïsme d'Hitler n'était ni irrationnel ni novateur. Il reprenait au contraire les critiques qu'on adressait alors aux Juifs, à savoir celles de tout accaparer. Comme preuve, j'invoquerai cette planche intitulée « L'emprise juive ». Parue en juin 1922, elle est extraite non pas d'un organe fasciste, mais de la revue catholique Le Pèlerin. L'auteur expliquait « Au Guignol international, la finance juive tire les ficelles. Les politiciens sont entre ses mains des marionnettes dociles autant qu'hypocrites. Malheur à qui résiste à la puissance du veau d'or. Comme des punaises, les Juifs envahissent les pouvoirs publics et préparent les lois qui corrompent les nations. Citons pour mémoire le juif Naquet, promoteur en France du divorce. La pieuvre juive à la panse gonflée d'or accapare toutes les industries. Le Kaiser industriel Hugo Stinnes contrôle en Allemagne les plus puissantes compagnies minières et de navigation. Dans le domaine de l'esprit, le juif sème à profusion les plantes vénéneuses, propage les doctrines empoisonnées. Scientisme, spiritisme, théosophisme, libre pensée portent son estampille. Mais c'est surtout dans les marais de la pornographie que se complaît la juiverie. Par elle, le flot montant des romans, des pièces et des films orduriers déferle sur le monde. Ces sans-patries s'entendent à merveille pour asservir et ruiner celle des autres. Les Juifs composent l'état-major du bolchevisme qui opprime la Russie. Trotsky, Litvinov, Radek, Krasine, autant de Juifs. On le voit, l'antisémitisme exposé dans Mein Kampf n'avait absolument rien d'extraordinaire à l'époque. J'irais même jusqu'à dire qu'il était d'une banalité notable. Mais j'entends déjà l'objection. Si vraiment l'antijudaïsme hitlérien restait dans les limites de l'antisémitisme traditionnel, alors comment expliquer cette hargne éprouvée par Hitler et par ses compagnons à l'encontre des Juifs? La réponse fut apportée dès le mois de mai 1923. Dans un article qui ridiculisait Hitler, un correspondant de presse prévoyait la disparition prochaine du fascisme allemand, comme on l'appelait à l'époque. Il attribuait cette disparition à 3 causes, dont la première était la guerre invisible que lui avait déclarée l'Église catholique et les Juifs. À Nuremberg, Hermann Göring confirma. À propos de la NSDAP, il expliqua « Lorsque son programme fut connu, le parti, qui à l'époque était insignifiant, ne fut pas pris au sérieux et attira les risées. C'est alors, tout au début, qu'une attaque concentrée et très violente contre le mouvement fut déclenchée par toute la presse juive ou d'influence juive.
La juiverie était partout à la tête de l'attaque contre le national-socialisme, que ce fût dans la presse, sur le plan politique, sur le plan culturel, en le ridiculisant et en le couvrant de mépris, et sur le terrain économique également. Quiconque était national-socialiste ne pouvait obtenir une situation. L'homme d'affaires national-socialiste ne pouvait recevoir de fournitures ni faire de publicité, etc. Tout cela eut pour conséquence un raidissement de l'attitude défensive du parti et l'amena à une intensification de la lutte jusqu'à un point qui n'avait pas été prévu à l'origine dans le programme. Car il est très net que ce programme ne visait en définitive qu'un seul but, l'Allemagne dirigée par des Allemands. Et on voulait que le destin politique du peuple allemand fût entre les mains d'hommes allemands susceptibles de rénover l'esprit de ce peuple, ce dont d'autres étaient incapables. Le principal but était donc, au début, d'éliminer la juiverie de la politique, de la direction de l'État. Plus tard, le secteur culturel fut compris dans le plan des opérations en raison du violent combat qui s'étendit tout particulièrement sur ce terrain et qui mettait aux prises la juiverie d'une part et le national-socialisme de l'autre. Je crois à ce sujet que si l'on rapportait ici les violences de notre langage à l'égard des juifs et de la juiverie, je pourrais à mon tour produire des publications, livres, journaux et discours provenant du clan opposé, dont le ton et les injures les ont largement dépassés. Tout cela ne pouvait naturellement qu'aggraver la situation. Telle est, très résumée, l'évolution politique du Parti national-socialiste à propos de la question juive. Là comme ailleurs, écrire l'histoire objective nécessite d'écouter toutes les parties et de ne pas se concentrer sur les réactions sans auparavant mentionner les actions qui les ont provoquées. Prétendre que l'antisémitisme allemand aurait été un sentiment irrationnel fondé sur rien de réel est une contre-vérité flagrante. Malgré cela, à l'aube des années 30, la question juive n'était pas considérée comme primordiale. À Nuremberg, l'antisémite Julius Streicher rappela, dans les débuts du parti, on ne parlait absolument pas de résoudre la question juive. Il faut se représenter le chaos qui régnait alors en Allemagne. Parler d'une question juive alors que l'opinion ne voyait chez les juifs qu'une différence de religion eût été une absurdité. Par conséquent, je puis dire qu'avant 1933, il n'a jamais été question d'une solution de la question juive. Je n'ai jamais entendu Hitler en parler. Pourquoi ? Parce qu'entre 1928 et 1932, l'Allemagne avait connu une crise économique sans précédent. En décembre 1932, le nombre de chômeurs avoisinait les 6 millions. Une famille sur 3 était touchée par le chômage, donc réduite à la pauvreté, voire à la misère. Dans leur majorité, les Allemands se souciaient peu des Juifs. Même s'ils pouvaient avoir affaire à eux et leur être hostiles, ce qu'ils voulaient en premier, c'était du travail et du pain. La cause de leur malheur, les masses allemandes ne la voyaient pas dans les Juifs, mais, avec raison, dans le traité de Versailles. Dès le début de sa carrière politique, Hitler avait dénoncé les conditions de paix imposées à l'Allemagne. À Nuremberg, Hermann Göring expliqua que la révision du diktat de Versailles fut l'une des raisons majeures qui attira les citoyens vers le Parti national-socialiste. En 1930, Hitler axait son discours sur la lutte contre Versailles, car il savait que ce message serait largement entendu. À la même époque, le journal férocement antisémite publié par Julius Streicher ne tirait qu'à une vingtaine de milliers d'exemplaires. Pour l'Allemagne avec ses 50 millions d'habitants, c'était dérisoire. En 1933 encore, le tirage se limitait à 25 000 exemplaires. Preuve que si l'hostilité à l'encontre des Juifs existait, le peuple n'était nullement obsédé par l'antisémitisme. Voilà pourquoi même si Mein Kampf comportait des passages antisémites, et même si le programme du Parti national-socialiste déclarait dans son 4e point qu'aucun juif ne pourrait être citoyen allemand, dans les débuts du parti, la question juive n'était pas une question centrale. Certes, Hitler pouvait vitupérer les juifs dans certains de ses discours, et il ne s'est pas privé de le faire, mais aucune solution globale à la question juive n'était prévue. Et lorsqu'en 1933, les nationaux-socialistes accédèrent au pouvoir, ils furent désignés pour obtenir la révision du traité de Versailles et pour faire redémarrer l'économie allemande. Voilà pourquoi on peut dire qu'en 1933 et 1934, si l'on accepte quelques excès regrettables mais nullement imputables à une politique coordonnée, l'antisémitisme d'État se borna, comme le programme du parti le prévoyait, à écarter les juifs des principaux rouages politiques, publics et culturels de la société. Mais aucune mesure persécutrice de grande envergure ne fut décidée.
En 1933, les organisations juives allemandes le reconnurent. 12 ans plus tard à Nuremberg, dans son dossier sur la persécution des juifs, l'accusation confirma. Elle admit que l'antisémitisme allemand avait été graduel et, au départ, modéré. À l'audience, l'accusé qui, en 1934, avait pris en main l'économie allemande, raconta qu'il avait interrogé Hitler sur le traitement qu'il faudrait réserver aux juifs. Le Führer lui avait répondu « Dans le domaine économique, les juifs peuvent avoir exactement la même activité que jusqu'à présent. » Dans un ouvrage consacré au sujet, j'ai expliqué les raisons de l'antisémitisme hitlérien. 1. Il est considéré comme des parasites sociaux qui accaparaient la richesse et, par voie de conséquence, les postes de direction. 2. Il leur reprochait leur cosmopolitisme qui s'exprimait sous deux formes opposées. D'un côté, le mondialisme libéral comme arme du grand capital, de l'autre, l'internationalisme ouvrier comme arme du marxisme. Hitler voyait dans les Juifs un dissolvant des races et des nations. En conséquence, la NSDAP leur refusait le titre de citoyen. Tout au plus pourraient-ils vivre en Allemagne comme des étrangers, avec uniquement les droits accordés aux étrangers. Aux yeux d'Hitler, les lois anti-juives étaient une mesure de salubrité publique, importante certes, mais dont on ne parlerait plus une fois le statut des Juifs fixé. Tel fut l'objectif des lois de Nuremberg promulguées en septembre 1935. Dans l'esprit du Führer, elles résolvaient la question juive. Désormais, le gouvernement devrait travailler pour bâtir et pérenniser la société nationale-socialiste avec ses valeurs positives. Si, à partir de 1935, la question juive se posa encore en Allemagne jusqu'à devenir dramatique, c'est parce que les associations juives mondiales jurèrent la perte de l'hitlérisme. J'y viendrai dans une prochaine partie.